Puis j'aime ce qu'on parle dans cette émission. Cette émission, je pense, cet épisode va être un peu plus émotif que les autres, mais au final, quand on se rend compte dans la vie de tous ces développeurs, de tous ces gens à succès, c'est des êtres humains après tout. Puis ils ont des défis personnels. On n'a pas juste des défis professionnels. On a des défis personnels aussi. Là, ce que j'entends dans ce que tu dis, j'aime beaucoup ça, c'est parce que, à quelque part, tu cherchais à te démontrer, à te prouver à toi-même que tu étais capable, malgré qu'il n'était plus là, parce que tu avais une grosse responsabilité à ce moment-là. Je n'étais pas seule, tu sais, j'avais mes frères aussi, mais quand même, il y avait une nouvelle définition d'identité. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier de chez PMML. Donc aujourd'hui, on reçoit comme invité Annie Lemieux, présidente de LSR GESDEV, développeur immobilier, ingénieur aussi de profession. Donc bonjour Annie. Bonjour. Bienvenue d'être avec nous, puis merci de t'être déplacée dans nos bureaux. Bien, merci pour le bel accueil et vos magnifiques bureaux. C'est très agréable d'être avec vous. Super. Donc, Annie, on te reçoit aujourd'hui en tant qu'une experte dans le domaine du développement immobilier. On sait que vous avez une très grande expérience dans le développement, surtout le développement d'envergure. Vous avez travaillé avec des REIT, beaucoup de styles de type d'acquisition et de type d'actifs. Parlez-nous un petit peu de vous avant tout. Qui est Annie Lemieux? Ben, moi, Annie Lemieux, j'ai grandi sur... Je suis comme la chanson de Beau Dommage. Je suis née sur la Rive-Sud, tout appris sur la Rive-Sud, grandi sur la Rive-Sud, d'une famille entrepreneuriale. Mon père était entrepreneur, alors un peu comme Obélix, j'ai été trempée tout jeune là-dedans. On allait visiter les chantiers que mon père avait réalisés. Puis j'ai pris intérêt... oui et non, parce qu'à la base, moi, je voulais être une commentatrice sportive. Okay. C'était ça qui m'animait beaucoup. Puis, mon père m'avait dit, avant de faire ça, tu iras étudier quelque chose de sérieux. Puis après ça, alors à la fin de mon cours en génie, j'étais allée faire une petite escapade chez ProMédia. Mm-hmm. Puis, vous allez voir si ça a valu la peine, si mes cours ont été intéressants. Et puis malgré ça, finalement, j'ai joint l'entreprise familiale. Puis ce qui m'intéressait le plus là-dedans, en fait, c'était de créer puis de réaliser des choses. J'aimais ça dire, bien, avant qu'on arrive, c'est tout terrain. Exact. Alors, il y en a de toutes sortes. Puis que finalement, on changeait la vie des gens puis les milieux des gens en leur créant une habitation, en créant des relations avec ces gens-là. C'est beaucoup ça qui m'intéresse dans mon métier. Bien, c'est super, c'est super. Puis, en fait, ton expérience en tant qu'ingénieur, est-ce que tu trouves qu'elle t'apporte aujourd'hui une plus-value en tant que développeur? Dans mon quotidien, je dirais que quand j'ai débuté, ça m'a apporté une certaine reconnaissance, peut-être, là, crédibilité. Crédibilité serait mieux. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est le fun, il y a beaucoup plus de femmes dans l'industrie, mais écoute, les années passent vite, là. Mais quand j'ai débuté, il y en avait encore moins. Fait que d'arriver avec une carte de visite du génie, un peu d'expérience là-dedans, parce que quand j'ai terminé l'université, j'ai fait 2 ans dans un bureau d'ingénieur. Fait que j'avais appris un petit peu comment faire des infrastructures sur des sites, ces choses-là. Puis après ça, j'ai joint l'entreprise familiale. Excellent. Fait que dans le fond, c'est un parcours qui était peut-être prédestiné pour vous sans que vous le sachiez. Probablement. Puis vous avez été un petit peu sur le chemin qui a été tracé par vos parents qui étaient déjà là-dedans. Donc, vous avez un peu baigné depuis l'enfance, en fait, dans tout ça. Tout à fait. Les discussions de souper à la maison, j'avais 2 frères. On parlait souvent d'immobilier, on achète tout ça, on vend-tu. Les cycles, je me souviens surtout des périodes, des cycles économiques. Là, des fois, c'était plus prospère, des fois, on avait un parc immobilier, les taux de vacances qui montaient. Là, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui là, avec la crise du logement. Mais alors, ça, je me souviens des notions plus d'affaires un peu.
Excellent. Fait que c'est bien que vous parliez de ça parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans un cycle que beaucoup d'investisseurs n'ont pas connu, qui est très nouveau, où est-ce qu'on a non seulement un taux de vacances quasiment à zéro, mais qu'on a aussi une crise de logement et qu'on a de moins en moins de terrain à développer. Donc, c'est un cycle. Puis d'avoir un investisseur d'expérience comme ça qui a connu différents types de défis depuis le début de sa carrière, c'est intéressant de voir que malgré les défis que vous avez dû vivre dans les cycles qui étaient différents, vous êtes toujours là aujourd'hui. Puis c'est ça, je pense, la réussite d'un développeur immobilier, c'est de pouvoir passer au travers de ces cycles-là et de ces différences et surtout de s'adapter. Parce que je pense qu'en immobilier, on vit à travers une adaptation quotidienne. J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de l'adaptabilité, parce que j'ai eu l'impression, puis là, j'essaie de me garder jeune. Ça fait longtemps que je fais ça, mais j'ai commencé bien jeune. Bien, vous avez l'air encore très jeune. Ah, j'ai l'air encore très jeune. Mais quand j'ai débuté, on mettait beaucoup d'emphase sur les gens qui étaient visionnaires, puis qui voyaient au-devant. Puis j'avais une amie dernièrement qui me disait aujourd'hui, les meilleurs entrepreneurs, puis assurément, on peut l'ajuster au milieu de l'immobilier. Elle dit, c'est plutôt des gens qui sont visionnaires parce que tout change rapidement, les cycles. Elle dit, c'est les gens qui sont agiles, qui deviennent les plus performants. Puis je dirais c'est probablement une des choses que j'ai appris dans l'organisation chez nous, où on avait des parcs immobiliers. On faisait aussi du développement. Oui. Puis ça l'a permis au fil des ans de s'ajuster, parce que quand il y avait un ralentissement dans le développement immobilier, on travaillait davantage sur nos opérations. Il y a eu des périodes où c'était plus avantageux d'acheter de l'existant que de construire. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut faire, selon les cycles, selon les besoins. On ajuste. Fait qu'il y a des fois, on a été plus un land developer, là, où on a développé des terrains. Il y a d'autres périodes où on a plutôt construit du condo, d'autres périodes où c'était du locatif. Fait qu'on a développé une certaine agilité là-dedans, mais à la base, c'est plus les individus, le relationnel, la confiance, avoir confiance en nos partenaires, en nos équipes. C'est sûr et certain, parce qu'au final, le succès de chacun, c'est le succès de tout un partenariat avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Puis je pense que c'est important ce que tu dis, parce que chaque développeur, on le dit, je pense que ça fait la deuxième, troisième fois qu'on le dit dans l'émission, mais c'est jamais, jamais, jamais le succès de quelqu'un ne vient de lui-même. C'est les professionnels qui nous entourent aussi. Qui sont-ils? Puis la confiance qu'on a envers eux et qu'ils ont envers nous qui font que des projets puissent finalement réussir à avoir du succès. Mais l'adaptabilité, ça reste une des qualités d'un développeur, puis je pense, tout entrepreneur, je dirais. Ouais, tout entrepreneur. Puis, si on passe un petit peu pour la suite, moi, j'aimerais savoir, puis je pense que nos téléspectateurs aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton plus grand défi que tu as eu à vivre en tant qu'entrepreneur en immobilier? Mon plus grand défi, c'est la perte de mon père. Alors, mon père, c'était comme je le voyais plus que mon conjoint, que ma famille. On travaillait ensemble, on se voyait fin de semaine au chalet. Fait que c'est mon mentor, c'est lui qui m'avait appris beaucoup. Puis il est quand même parti subitement et jeune, à 68 ans, sur un parcours il était parti à vélo. Fait qu'on allait le rejoindre pour souper. Et puis là, à ce moment-là, ça a été une période assez difficile d'avoir confiance en soi, puis de se dire, bien, regarde, on va être capable de poursuivre, je vais être capable de garder la confiance des investisseurs, des partenaires, des équipes, puis de réaliser que de par moi-même, avec mes capacités, puis ceux qui m'entourent, que je pouvais réussir. J'ai grandi dans une famille où on disait, le succès, c'était, je crois beaucoup au travail d'équipe, justement. Ouais. Là, le monde appelait team player, Annie le mieux, là. C'était, fait que je trouvais que les réussites ou les choses que je réussissais à accomplir dépendaient beaucoup des autres. Parce que j'étais avec mes frères, parce que j'étais avec mon père, puis jeune, j'ai été chanceuse, j'ai gagné dans le sport, dans toutes sortes de sports d'équipe. Puis c'était toujours parce qu'il y avait des bons joueurs puis des bons partenaires.
Fait que cette fois-là où la confiance devait devenir de moi-même, ça a été une grosse étape. Puis, fait que ça a été un défi humain. Grosse partie de la vie. Grosse ça, si partie je peux vous humaine, comprendre, c'est difficile. Moi, je viens de perdre le mien, ça fait 1 mois et demi. Ah oui? Oui. Ben là, c'est sûr et certain que... Puis j'aime ce qu'on parle dans cette émission. Cette émission, je pense, cet épisode va être un peu plus émotif que les autres, mais au final, quand on se rend compte dans la vie de tous ces développeurs, de tous ces gens à succès, c'est des êtres humains après tout. Puis ils ont des défis personnels. On n'a pas juste des défis professionnels. On a des défis personnels aussi. Là, ce que j'entends dans ce que tu dis, j'aime beaucoup ça, c'est parce que, à quelque part, tu cherchais à te démontrer, à te prouver à toi-même que tu étais capable, malgré qu'il n'était plus là, parce que tu avais une grosse responsabilité à ce moment-là. Je n'étais pas seule, tu sais, j'avais mes frères aussi, mais quand même, il y avait une nouvelle définition d'identité, puis bien que c'était une période extrêmement difficile, tu sais, aujourd'hui, la visibilité puis la reconnaissance, tu sais, quand il était là, le monde disait que je travaillais pour lui ou avec lui, ça emmenait assurément, ça a probablement permis de m'épanouir différemment, mais ça, c'était un défi, je vais dire, peut-être effectivement plus personnel, mais quand c'est des entreprises familiales, c'est un peu ça. Des défis d'affaires professionnelles, je dirais, il y en a plusieurs. Le premier qu'on a fait, on s'est ramassé sur un site qu'on avait une analyse qui disait que c'était pas contaminé, puis que finalement, les règles ont changé quand on l'a acheté, puis il y a 20 ans, là, ce que c'était les dossiers d'environnement. Il n'y a pas de phase 1, phase 2, phase 3. Fait qu'on s'était ramassé avec une vingtaine de maisons construites, puis finalement, un terrain qui était à peu près contaminé à grandeur, là. Fait qu'il a fallu tout excaver ça pendant que les gens vivaient là. Ça avait été... ça avait été assez difficile. Ça a l'air tout jeune, intéressant. J'avais 26-27 ans. Ça a été une dure... Ça a l'air intéressant. Fait que dans le fond, vous avez acheté un terrain 20 ans plus tôt? Bien, peut-être pas 20 ans. On avait acheté un terrain, je ne sais pas, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'on l'avait. 4-5 ans. On avait fait 4 tests dans ce temps-là, 4 tours. Oui. Puis là, finalement, on avait eu quelqu'un qui nous avait dit « c'est parfait ». On avait acheté les actions au lieu d'acheter les actifs. Donc, on apprend toujours de ces choses-là. Fait que pas de recours face aux vendeurs parce que finalement, on était rendu propriétaire de la compagnie. Puis là, on avait 26 personnes qui vivaient là avec des enfants. Donc, vous aviez bâti des maisons. Vous avez eu le temps de les bâtir, de les vendre. Exact. Et ensuite de ça, comment vous êtes... En creusant, finalement, on a trouvé de la contamination. Fait que là, on pensait que c'était ponctuel, mais là, toutes les fois qu'on devait tester les parois pour s'apercevoir si c'était correct, c'était jamais correct. Fait que là, on continuait pour s'apercevoir que finalement, à l'époque, c'était des HAP, c'était des nouveaux critères qui n'étaient pas testés avant. Fait que finalement, notre terrain était contaminé au HAP à grandeur. Fait que ça a été un dur apprentissage à 26, 27 ans, là. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu décontaminer le tout? Oui, on a gestion, analyse de risque, consultant en environnement, 2-3 poursuites, quelques relations que je vois aujourd'hui qui avaient débuté difficilement puis qui sont devenues des relations très proches, mais on en a pris soin, de nos gens. On a été un dossier assez connu à cette époque-là, là, dans la période environnementale. Moi, je débutais. Fait que ça, c'est un défi que je me souviens. Outre que ça, je trouve qu'une des choses qui a évolué beaucoup, c'est les parties prenantes. Là, quand on débutait des projets avant l'acceptabilité sociale, j'avais créé la division qui détient mes actifs. Ça s'appelle LS4. Puis ça se voulait le mieux Serge Lacoste-Suzanne, c'est le nom de mes parents. Puis le mieux Synergy 4. Puis le 4 voulait dire le mieux synergie pour les 4 parties prenantes. Puis ça date quand même de quelques années. Là. Aujourd'hui, on parle de SG puis de l'ensemble des considérations. Mais il y a 10 ans, c'était quand même un peu innovateur. Puis là, je me disais, quand on fait un projet, il faut qu'il soit bon pour la société, il faut qu'il soit bon pour nos clients, il faut qu'il soit bon pour nos partenaires, puis il faut que ce soit bon pour notre organisation.
Oui. Puis je trouvais à ce moment-là que ce qui était le plus difficile à obtenir, c'était cette espèce d'équilibre-là où tout le monde est gagnant. Parce que, tu sais, là, si la ville veut que ça soit trop beau, ça coûte trop cher, il y a moins de rendement, tu es obligé de louer plus cher ou vendre plus cher. Ton client, il a certaines capacités financières. Tes partenaires, bien, tu as des choix à faire sur j'aime-tu mieux qu'il soit 100% en matériaux nobles? Ouais. Est-ce que je privilégie différentes... les systèmes intérieurs de plus grande qualité, ce qui est plus à tape à l'œil. C'est toujours une espèce c'est toujours une espèce d'équilibre à trouver. Puis j'ai toujours trouvé que d'en développer des projets, c'était ce qui était le plus difficile. Et je vais dire 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, là, je ne sais plus comment ça fait d'années que je fais ça, là, mais ce niveau de difficulté d'équilibre-là a juste explosé. Oui. Les parties prenantes sont devenues de plus en plus importantes et complexes. Les professionnels, avant, tu avais un architecte, un ingénieur, là, tu as les consultants d'acoustique, les consultants de radon, il y en a beaucoup qui sont impliqués. Les attentes des clients sont aussi plus grandes en termes de qualité, ils sont plus sophistiqués, ils ont plus de connaissances. Les gens qu'on a au sein de notre organisation aussi, ils ont des attentes de qualité de travail, d'engagement d'employeurs. Ça revient un petit peu vers tout ce qu'on disait tantôt, la continuelle adaptabilité. Ça, c'est exactement ce que tu es en train de dire en ce moment. Plus on avance dans le temps, plus on arrive vers des projets de plus en plus compliqués, de plus en plus demandants, où est-ce qu'on a de plus en plus besoin d'une équipe, des professionnels qui nous entourent pour pouvoir réussir ces projets-là. Mais c'est excellent, c'est excellent. Si on regarde un petit peu une petite question par rapport au fait que toi, tu as été ingénieur de profession, penses-tu que le fait que tu sois ingénieur, ça a influencé ta vision du développement de terrain? Bonne question. Honnêtement, quand je dis au monde que je suis ingénieur, ils restent tous surpris. Fait que, tu sais, pour un ingénieur, j'ai un côté qui est beaucoup plus créatif. J'ai un côté qui est plus aussi commercialisation, promotion, qu'on voit moins du côté des ingénieurs. Si j'avais étudié il y a 20 ans, j'aurais probablement été dans des programmes comme l'entrepreneuriat, qui n'existaient pas vraiment quand j'ai étudié. Puis quand je suis allée en génie, c'est parce que j'avais le goût de réaliser des choses. Je trouvais que les autres professions, c'était plus des professions routinières. Fait que je me disais, tu sais, je suis comptable, mais là, je fais les états financiers. Puis, alors qu'ingénieur, je me disais, on va pouvoir faire des projets. Alors, moi, je suis une fille de projet. C'est ça qui m'allumait. Alors, ce que je me rapproche le plus dans le fait que je suis ingénieur, c'est l'ingénieur trouve des solutions à des problèmes, puis réalise des choses, des projets. Dans ce sens-là, oui, tu sais, assurément, je suis une fille de projet, puis quand il y a des problèmes, je trouve des solutions. Donc, c'est un peu là ton influence, ou est-ce que ta profession de génie t'a aidé à être beaucoup plus en mode solution. Mais au final, quand tu dis que tu cherchais à faire des choses en tant qu'ingénieur quand tu as fait tes études, puis qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de très créatif, mais au final, je trouve que ça se rejoint un petit peu parce que tu cherchais à faire des choses, mais en même temps, créer des choses, c'est aussi créatif. Fait que ta touche d'expérience sur le terrain avec ta touche d'ingénieur fait en sorte que tu es capable de jongler à travers les deux aujourd'hui. Effectivement, puis le génie a apporté une certaine rigueur dans le processus, mais j'ai une partner dans LSH SDEV qui, elle, gère plus le volet construction, réalisation, coordination des professionnels. Les autres, ils me disent que, tu sais, au bureau, c'est elle, l'ingénieur, tu sais. Moi, je suis l'artiste. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Quand on a des équipes comme ça, là, c'est toujours intéressant. Ça donne un sourire quand on rentre au bureau le matin. Ben oui. Si on parle un petit peu de Annie Lemieux en tant qu'entrepreneur dans un milieu aussi compétitif que l'immobilier,
Comment vous avez pu vivre à travers tout ça, la compétition dans le développement, puis tout ce que vous avez dû passer? C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2024, on a de plus en plus de compétition. Comment Annie Lemieux, à travers tout ça, continue à être aussi présente dans le marché? C'est drôle parce que compétitif, là, dans le sport, le gagner, là, j'aime vraiment ça. Là. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime plus que ça. Surprenant dans le travail, moins. J'ai pas... Puis je me souviens, toute jeune, j'allais faire un projet à l'île des Sœurs. Puis c'était le secteur contrôlé là, par... ils sont encore très présents, la famille Goworth faisait vraiment des projets magnifiques. Puis il y avait un petit déjeuner le matin, puis là, le monde, il avait dit « Là, comment vous allez faire pour battre votre compétiteur? » J'ai tout jeune, peut-être 30 ans. Puis ma réponse avait été ben moi, je les vois pas comme un compétiteur, je les vois comme du monde qui souhaite créer des milieux d'habitation. C'était peut-être moins sophistiqué à cet âge-là, mais dans la ville, puis contribuer au développement de l'île des Sœurs, puis qu'eux autres fassent des choses beaux, puis que nous autres, on fasse des choses belles aussi. Des choses beaux, ça faisait bizarre un peu, hein? Mais, des belles choses. Puis les deux, si on fait si chacun apporte sa touche, puis sa saveur, puis que c'est au bénéfice de la ville, on va y gagner. Puis c'était drôle parce que j'étais jeune pour avoir ces réflexions-là, puis je les ai encore plus aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de complémentarité. Moi, l'ensemble des développeurs, je les appelle. Tu as mis combien d'espaces de stationnement? Tu es proche d'un secteur où ce que je m'en vais construire? Teamwork. Fait qu'ils vont me dire, ben moi, j'ai mis ça, je commence par du condo. Si tu fais du locatif, on se partage des informations sur quelle plateforme tu utilises. Tu sais, il y a beaucoup de besoins. Puis moi, je pense que plus il va y avoir de collaboration sur des sites avec les partenaires, mieux ça va aller. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup plus de collaboration aujourd'hui. Notre premier projet, les premiers projets qu'on a faits, on achetait des terrains, puis on mettait 3-4 constructeurs sur le même site qui offraient des produits différents, puis ça permettait de passer les sites plus rapidement. Puis d'ailleurs, l'autre jour, je parlais à des gens, puis ils me disaient comment est-ce qu'on va faire pour développer ici les terrains. Puis j'ai encore cette réflexion-là sur les grands sites qu'il faut avoir un développeur qui devrait avoir la responsabilité de développer le terrain en ayant une approche très neutre. Oui. Puis, après ça, en appelant des intervenants, me dire, bien, toi, tu es un spécialiste de RPA, tu vas être dans cette section-ci, puis toi, tu es un spécialiste en locatif, tu vas voir cette section-ci, puis toi, tu vas faire du condo, puis toi, tu vas faire du logement social. Puis, souvent, les gens, ils sont à la fois constructeurs et développeurs, fait que là, ils veulent le garder longtemps, puis là, mais moi, je pense qu'avec la dynamique qu'on a actuellement, où les taux d'intérêt sont plus élevés, oui. Bien, on ne peut plus se permettre autant de garder des terrains puis de les développer sur des périodes de 10 ans, 15 ans, quand c'est des grandes surfaces. Moi, je pense qu'on devrait arriver vers une tendance où les gens vont collaborer ensemble puis ils vont développer des parcelles. Puis ça va faire que les gens vont vivre moins longtemps dans de la construction, parce que les gens ne veulent pas acheter au début, parce qu'ils ne veulent pas être dans la boîte pendant trop longtemps. Puis, fait que j'ai une petite vision qui me dit que ça serait le fun d'aller vers ça. J'aime ce que j'entends parce que tu vois, moi, je transige plusieurs terrains d'envergure, justement, où est-ce qu'on a des développements qui peuvent accueillir 600, 700, 800 portes. Puis on voit actuellement une dite difficulté des développeurs actuellement de lever ces projets-là. Puis la solution que tu es en train de parler, tu le vois comme une vision, moi je l'entends comme une solution, parce que si on est capable de faire collaborer en quelque part différents types de constructeurs, différents besoins aussi des citoyens, différents besoins aussi de proximité, on est capable de lever des projets plus vite. On est capable aussi, comme tu viens de l'exprimer, de vendre les projets plus vite, étant donné qu'on a différents types de clientèle qui vont occuper le site. Et au final, l'ancienne méthode de développer
phase par phase, par phase, par phase, tranquillement. Beaucoup de développeurs ont longtemps travaillé comme ça en achetant des grosses parcelles de millions de pieds carrés de terrain et de planifier une phase à la fois. Au final, on parle d'un exemple où est-ce qu'on aurait, mettons, 6 phases. Le temps de développer les 6 phases, où est-ce qu'un développeur, il va vraiment comme un chef d'orchestre, où est-ce qu'il orchestre tout à la fin. Le temps de terminer la 6e, la phase 1 est plus, elle est plus aux normes du jour. Peut-être que les besoins de la phase 1 ne sont plus maintenant des besoins dans ce secteur-là. Puis il y a tous les coûts inhérents des projets. Oui. Souvent, il faut mettre en place une usine, construire une école et tout ça. Exact. Fait que si tu veux absorber ça rapidement, je pense qu'il va falloir y avoir plus de cohésion entre les acteurs de l'immobilier. Les besoins sont énormes. Fait que s'il y a plus de synergie, puis la même chose en lien avec... on parle beaucoup en ce moment des logements abordables, des logements sociaux. Puis ça ressemble plus à la guerre des clans, là. Les OSBL de leur côté qui veulent avoir une sortie, puis qui apportent des choses hyper intéressantes, puis hyper pertinentes, puis notre société a besoin de ça. D'un autre côté, on a des promoteurs privés, des constructeurs qui ont une capacité de faire des projets d'une certaine envergure. Oui. Mais moi, je pense que si on travaillait davantage ensemble sur utiliser l'expertise des deux, des OSBL puis du privé, c'est pas simple en ce moment. Je le vois pas beaucoup. Ça débute. J'aimerais le voir plus, davantage, parce que les besoins sont tellement là. Fait qu'il faut trouver un moyen que le privé puisse contribuer à l'effort nécessaire pour répondre à la demande de besoins plus abordables. C'est sûr et certain qu'avec la demande qu'on a actuellement sur le marché, on a besoin d'une collaboration du gouvernement, en quelque part, de leur contribution vers les ONBL, OSBL aussi, avec le privé. Puis au final, on voit un petit peu quelques projets poussés comme ça, où est-ce qu'il y a une mixité sociale. Puis je parle avec plusieurs développeurs, puis on voit que cette tendance-là s'en vient énormément sur le marché, puis va être de plus en plus présente avec de la mixité sociale dans les développements. Je pense que c'est aussi un besoin, puis c'est aussi une façon de recréer des communautés. C'est aussi un besoin actuel, recréer des communautés, recréer des sphères sociales. J'aime beaucoup communauté. C'est une des choses qu'on choisit dans les projets qu'on réalise. Le monde il me dit, c'est-tu 55 ans et plus? Ouais. Dans tous nos projets, on veut qu'ils soient à l'image de la société. Ouais. Fait qu'il y a des gens plus âgés, il y a des familles, il y a des gens monoparentales, il y a des gens seuls, il y a des jouets pour les enfants. Les grands-parents viennent garder les enfants, peuvent les emmener à la piscine, peuvent les emmener à la salle de jeu. Puis j'aime que quand les gens sortent et se croisent dans l'immeuble, ils ont l'impression d'être dans la société. On a eu une période où on était moins dans l'inclusion. On mettait tous les étudiants ensemble, puis toutes les personnes âgées ensemble. Puis fait que, je sais pas, moi, je crois beaucoup à une société unie, collaborative, puis je trouve ça le fun quand nos projets représentent ça. On parlait de l'humain, là. Nos projets sont faits avec l'approche humaniste. Fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être beau, mais tu as besoin d'être bien, par exemple. Définitivement, définitivement. Puis si on regarde un petit peu avec LSR GESDEV depuis ton début jusqu'à aujourd'hui, pourrais-tu nous parler de ton projet le plus ambitieux que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui? Un projet ambitieux puis que vous êtes fiers d'avoir pu concrétiser dans le fond. J'en ai deux. Oui. Le premier ambitieux, c'est Arbora. Oui. C'était ambitieux. C'était cute de la façon qu'on avait fait ça. On est allé voir tous les projets dans Griffintown, puis c'était tous des magnifiques projets, mais très orientés sur premier acheteur, jeune, trendy, béton. Fait qu'on avait regardé ça, puis on a dit, nous autres, on va sortir un projet style scandinave, chaleureux, foyer, plus grand pour des personnes qui vont être un peu plus âgées que les jeunes professionnels. Ouais.
Puis, on a décidé de le faire en bois CLT. Il n'y en avait pas vraiment. On est allé visiter l'usine de Chibougamau pour leur dire, tu sais, si c'est compliqué, là, puis on a des problèmes dans la construction, là, allez-vous nous supporter? Ils nous ont raconté que leurs usines avaient brûlé 2 fois, qu'ils l'avaient construit. On s'est dit, oh, si on a des trous, ils vont être là. Et puis, ça a été vraiment une belle histoire, Arbora. Puis, je vous ai parlé de l'épisode que mon père était décédé. C'est le premier projet qui s'est fait sous l'ère 2.0 de l'essage SDEV. Puis, je me souviens, là, quand elle a signé mon nom dans le bas de l'entente, je remercie encore la gang d'Aldo, M. Ben Sadoun, Marie-André, qui avait décidé de nous faire confiance en ce moment-là. Il m'avait dit, comment tu vas faire pour me faire de l'argent? J'avais dit, je peux pas vous promettre que vous allez faire de l'argent, mais je peux vous promettre que je vais être un bon partner. Puis j'ai dit, je vous souhaite de jamais le savoir, vous allez le savoir seulement si ça va pas bien. Parce que quand ça va bien, tout le monde est des bons partners. C'est quand c'est plus difficile que tu sais vraiment si c'est un bon partner. C'est vrai. Alors, fait qu'on a fait un beau succès avec Arbora. Ça a été vraiment une belle aventure. Puis, fait que ça a été audacieux, courageux. Bien fier de celui-là. Combien d'unités au total? Combien d'unités? 3 phases, 350, un peu plus que 300, 450. 2 immeubles locatifs que j'ai plus le chiffre exact. Puis donc, on parle de centaines, de plusieurs centaines. Oui, 350, 450, là, je suis mêlée un peu dans mes chiffres. Puis le deuxième projet ambitieux? Le deuxième, c'était Novia. Oui. Novia, c'était assez ambitieux. Fait qu'on a acheté un terrain, puis moi, je pensais le faire en 2 phases. Initialement, on voulait faire une phase de locative, puis j'ai une division qui fait des résidences de soins, des CHSLD on a des CHSLD, Loaleta, des résidences intermédiaires. Fait qu'on s'est dit, il y a des besoins, CHSLD, on va faire ça. Puis en tout cas, finalement, le CHSLD, les autorisations, puis tout ça, les ententes avec l'État, c'était plus long, puis nos partenaires aimaient mieux que ce soit tout du locatif. Fait qu'on a dit, on va faire du locatif. Puis dans ma tête, ça pourrait être 2 phases. Puis finalement, on a décidé que c'était une phase. Puis là, moi, je me disais, tu sais, quand ça ralentit, là, être responsable de, tu sais, 350, 270 unités, d'un coup, je trouvais que c'était beaucoup. Ben oui, 21 étages, puis là, mais il y avait beaucoup d'inflation dans ce temps-là, puis on se disait, bien, le monde, ils seront pas dans la construction pendant longtemps si on fait tout d'un coup. Puis il y avait du commercial là-dedans. Projet mix, dans le Projet fond. mix, fait qu'on avait du bureau, on a fait une belle association avec KO. Puis on avait prévu 2 ans pour le remplir. Puis cette année, au mois de juillet, après 1 an, on était rendu à 86 de taux d'occupation. C'est un projet, ça, avec l'approche humaniste. C'est magnifique. Les vues sont spectaculaires. Il est pensé à long terme, approche développement durable. On a une voiture que les gens vont partager. On dirait que dans Novia, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris en 30 ans, tu l'as mis là-dedans. On l'a mis sur la table, j'ai et nous, là, parce que Lucie, qui est extrêmement opérationnelle, là, les portes, les accès, les gens qui déménagent, on ne veut pas qu'ils passent par le hall d'entrée. Il y a un accès particulier. Les cuisines partagées, la façon que les unités sont pensées. Il y a un monsieur, c'est géré par Albert, une société de gestion qui gère nos immeubles. Oui. Il s'appelle Albert Immobilier, puis le nom venait de l'approche conciergerie. Là. OK. De prendre soin de notre monde. Vous avez besoin de quelque chose, Albert est là pour vous. Et puis, il y a beaucoup de ces petites attentions-là là, qui sont possibles dans la livraison des colis et tout ça. Fait que c'est les 2 projets que justement, dans celui-là, où est-ce que tu nous parles un petit peu de l'approche humaine, en fait? LSR GESDEF est connu un petit peu pour ses accréditations LEED dans les immeubles. Puis moi, je pense que on aimerait ça savoir, dans le fond, c'est quoi l'importance de la durabilité que vous accordez dans vos projets. Quand vous faites du développement de projets, c'est quoi l'approche où est-ce que vous, dans le fond, apportez de l'importance à ça? Est-ce que c'est aussi important? Pensez-vous que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus demandé dans les prochains développements dans les années à venir?
Moi, je vais vous dire un petit secret. Oui. J'aime pas les fins. OK. Quand je suis arrivée à mon secondaire, là, ils ont joué Final Countdown. C'est la fin de mon secondaire. J'ai dit, hey, moi, j'aime pas ça, la fin. J'aime la continuité. Fait que ce qui fait que quand je fais quelque chose, je veux le garder pour toujours. OK. Fait que c'est la même chose dans mes relations, le même conjoint, les amis de longue date. Fait que quand je fais un immeuble, là, je sais que je veux le garder pour le reste de mes jours. Il y a plein de gens qui ont une approche différente, ils construisent, ils développent, ils veulent en lancer un autre. Moi, c'est quand je les fais, c'est comme mes enfants, je veux toutes les garder. Et puis, fait que ce qui fait qu'on a une attention particulière à ce qu'on va construire parce qu'on sait qu'on veut l'avoir longtemps. Alors, on va mettre une enveloppe plus performante à long terme. On veut vouloir qu'il n'y ait pas de turnover au niveau des locataires. Fait que tout le côté acoustique est très développé. L'efficacité énergétique, parce que ça vaut la peine d'investir à la base si à long terme, c'est nous autres qui gardent les économies. Fait que c'est probablement ça qui est la raison principale pour laquelle on porte autant d'attention, c'est qu'on le fait pour nous. On le fait pour nous puis les gens qui vont y rester à l'intérieur. Puis quand c'est toi qui as affaire à les gérer, puis c'est nous autres mêmes qui gérons. Que ça dure le plus longtemps. Bien, on veut faciliter la vie on veut faciliter la vie à nos gens qui sont sur place. Fait qu'en amont, quand on conçoit, on pense à la personne qui va devoir prendre soin de cet immeuble-là. Fait que c'est sûr que tous les critères dans Novia, on a pris les critères WELL, là, on a 20 étages. Oui. À chacune des étages, il y a des exercices que ça devient un parcours d'entraînement. Fait que tout le côté bien-être, là, autant mental, physique, là, c'est quelque chose qui est important pour moi. Super. Puis si on parle un petit peu de LSR GESDEV, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu de vos prochains projets? Qu'est-ce qui s'en vient chez LSR GESDEV dans les prochains mois, dans les prochaines années? Bien, c'est toujours, moi, c'est toujours dans la continuité. Alors, je suis plus une apôtre de la croissance contrôlée. Alors, on souhaite doubler notre parc, entre quand LSR GESDEV a commencé, puis aujourd'hui, on est rendu à 1200 portes. Fait qu'on vient de fêter nos 10 ans. Félicitations. Et puis, dans le prochain 10 ans, on a réussi à faire ça en partant. On était 4, puis on a géré une certaine croissance. On pense qu'on est capable de refaire la même chose dans le prochain 10. Fait que c'est ce qu'on s'attend. Des sites... je regarde aussi les acquisitions. Je trouve que présentement, quand je regarde le niveau de... On est d'un terrain, mais le niveau de risque versus les acquisitions, il y a en ce moment, je pense qu'il y a quelques opportunités là-dedans. Mais j'ai un site qui est super intéressant à redévelopper dans Première Couronne, qui est à Saint-Lambert, qui rentre à peu près 260 unités. On veut développer ça. Puis j'en regarde quelques autres. Mais c'est toujours les mêmes critères. On veut qu'ils soient proches des axes. On veut que ça ait une certaine envergure pour être capable d'y mettre notre signature. Moi, j'aime ça quand le monde il me parle et me dit « Écoute, j'ai vu ça et tu t'assures que c'est un projet de vous autres. » Fait que ça me fait vraiment plaisir. Fait qu'on veut Novia, c'est une ligne qu'on veut poursuivre. Propulser. Alors, Novia Longueuil, Novia Saint-Lambert, Novia... Très bien. Vous devriez en voir émerger quelques autres. On a hâte de voir ça. Puis si on parle un petit peu de Annie Lemieux en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner aux femmes en immobilier si tu avais un conseil à donner, le meilleur? Bien, le premier, c'est se faire confiance. Oui. Puis garder son style puis son authenticité, là. Chacun a sa manière. Puis souvent, on essaye de dire « Ah, bien, elle, je trouve qu'elle fait bien ça. » ou « Lui, il fait bien ça. » Puis c'est souvent pas notre... on n'est pas aussi bon que si on est soi-même. Et puis,
je disais tout le temps aux gens qui venaient chez nous, tu sais, ça prend... Il y a quelqu'un qui me dit, Annie, tu vas être meilleure quand tu vas avoir du courage, puis la foi. Fait que croire en tes choses. Puis des fois, moi, plus jeune, j'avais des idées, je pensais que... Quand j'étais tout seul, je pensais qu'elle était bonne. Quand il y avait plein de monde autour de la table, qu'il y en avait d'autres, je me disais, la leur, elle doit être meilleure que la mienne. Puis j'avais tendance à ne pas les exposer. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Annie, tu sais, après avoir fait mon profil psychométrique, il m'a dit, tu as la capacité de prendre plein de variables, de les additionner ensemble, puis de trouver une conclusion. C'est pas tout le monde qui l'a. C'est ce qui était sorti de mon test psychométrique. Fait qu'il dit, quand tu penses quelque chose, il y a des bonnes chances que ce que tu penses, ça allait de l'allure. Tu devrais avoir plus de courage, l'exposer plus souvent. Puis, c'est plus difficile à faire à 25 ans, à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la beauté de vieillir, là. Je vais moins vite au patin, à la course, à vélo, puis dans toutes ces affaires-là. Mais j'ai un peu plus de courage. Fait que je dirais ça. Oui. Avoir confiance en toi, avoir confiance en nos idées, puis avoir la foi, puis croire que nos idées sont bonnes. Puis après ça, il ne reste rien qu'à les déployer. Moi, je pense toujours que quand tu as une femme, dans n'importe quel domaine, mais surtout dans des domaines comme les nôtres en immobilier, où est-ce qu'on a énormément de pression sociale et de pression aussi aux alentours de nous, j'ai toujours cru à ce que tu viens de dire, croire en soi. Puis je pense que si on y croit, on va y réussir. C'est croire, c'est pouvoir pour moi. Oui, croire, c'est pouvoir. Puis une autre chose que j'ai fait, je me suis bien entourée. J'ai un comité consultatif. Oui. J'ai les mêmes 3 personnes depuis, puis ça s'est ajouté parce que maintenant j'ai un comité d'investissement, puis un comité de placement. Mais à la base, ces gens-là, ils croyaient plus en moi que moi, je croyais en moi, là. Mais pour prendre des décisions, fait que là, maintenant, trimestriellement, j'ai beaucoup amélioré la gouvernance de l'entreprise. Fait qu'on a passé d'une entreprise qui était plus artisanale à une entreprise qui a maintenant une certaine gouvernance plus saine. Puis ces gens-là ont un regard externe, ne sont pas pris dans le quotidien, ils ont beaucoup d'expérience. Fait que moi, c'est quelqu'un au niveau légal, quelqu'un dans l'approche organisationnelle, quelqu'un en investissement. Fait que ça l'a beaucoup facilité. Fait que toutes mes prises de décision, bien que j'essaye de me faire confiance, je prends le pouls de ces gens-là qui m'accompagnent depuis plus de 10 ans maintenant. Puis ils ont eu un gros impact sur nos décisions, parce que c'est des spécialistes. Puis moi, j'avais grandi dans l'environnement familial. On était plus des généralistes. Puis quand je disais que les choses se sont complexifiées avec les années, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu sois entouré de des gens qui ont des niches bien précises. Définitivement. Au niveau des analyses financières, au niveau de la conception, même les communications, l'acceptabilité sociale et tout ça. Oui. Si on parle un petit peu des nouvelles tendances qui s'en viennent, quelles tendances pensez-vous qu'on va avoir dans les prochaines années? Puis est-ce que ces tendances-là que vous voyez à travers votre développement émerger, est-ce que vous pensez pouvoir en intégrer des nouvelles dans vos développements? J'ai beaucoup de réflexions sur le mode de vie des Québécois, oui. de notre société, là, si on parle plus du Québec. C'est nous qui vivons dans le plus grand nombre de pieds carrés, puis c'est nous autres qui vivons le moins de personnes par unité, oui. partout dans le monde. Alors, on a une crise du logement qui est beaucoup occasionnée par notre mode de vie, parce que si on vivait plus dans le même nombre d'unités, si on aidait, on prenait des parents plus âgés, on se gardait des colocs, les enfants restaient plus longtemps à la maison. Fait que je pense qu'avec les coûts d'appartement, le coût de se loger qui augmente, les coûts d'habitation, les modes de vie devraient changer. Je pense qu'il va rester, on va peut-être... j'ai connu la crise, nous, on avait des immeubles aux États-Unis, beaucoup en 2008, là, oui. dans la crise américaine. Puis notre parc immobilier a passé à, disons, du monde qui était 1, 2 à 3, 4. Oui.
Fait que je pense que ça, c'est une chose qui va changer. J'ai une coach qui me disait, moi, là, quand je vais vieillir, là, ce que j'aimerais, là, c'est avoir chacun ma chambre, puis avoir des salons communs, puis des cuisines communes, puis qu'on puisse vivre là-dedans. Puis elle me disait qu'en Europe, ça se faisait. Puis c'est drôle, mon partenaire français, il me dit qu'il investit avec un groupe qui achetait des grandes maisons, qui faisait, puis qui rénovait ça, puis il mettait des étudiants ou des travailleurs étrangers, puis que ça répondait bien. Tellement bien que là, il vient d'investir dans un projet from scratch from scratch, un peu moins, mais un projet à la base qui va réaliser comme ça, avec des chambres, des salons communs. Puis c'est drôle parce que là, je viens de faire une résidence étudiante. Oui. Puis c'est une résidence RPA que notre locataire a dû fermer, c'est à Trois-Rivières. Puis on a converti ça en résidence étudiante. Puis c'est exactement ce mode d'habitation-là. Fait qu'on a fait une cuisine commune, on a des gens qui ont des chambres, des étudiants. Puis là, je vais voir, c'est la première fois que j'en gère une. Nos premiers étudiants arrivent là à l'automne. Je ne sais pas si ce mode de vie-là pourrait se recréer à des gens, pas juste pour les étudiants. Parce que quand tu es un peu plus âgé, tu aimerais ça être avec ton ami, les deux dans leur appartement. Tu vas avoir quand même tes choses, mais tu peux pouvoir aider l'autre qui est peut-être moins habile pour la cuisine ou moins en forme. Mais tu te recroises, puis tu peux au salon jouer aux cartes ou faire tes activités. C'est quelque chose qui me titille un peu, qui me fait réfléchir. J'ai le goût de voir évoluer ça. L'autre chose, je vous en ai parlé, c'est dans les développements de terrain. Je voudrais voir, tu sais, j'aimerais ça faire un partenaire avec mes amis de l'industrie, puis dire, regarde, on prend ce grand terrain-là, moi je fais ça, toi tu fais ça. C'est le fun. C'est le fun. C'est ce que je vois. J'aime un peu ce que tu parles, dans le fond, de recréer des milieux où est-ce qu'on a des cuisines communes, des choses qui sont communes pour avoir un petit peu une vie de communauté, une entraide. En Europe, il y a un fléau qu'on voit assez souvent où est-ce que les étudiants qui doivent aller étudier dans d'autres villes, au lieu de prendre une location d'un appartement comme on voit beaucoup ici au Québec, où est-ce qu'un étudiant qui arrive d'Ottawa va prendre un condo au centre-ville de Montréal, mais en Europe, il y a un regroupement qui fait en sorte que les étudiants vont aller prendre une chambre dans l'appartement d'une personne âgée qui est gratuitement et qui vont habiter là pendant la durée de leurs études. Ça donne de la compagnie aux personnes âgées. Tout à fait. Et ça donne un logement gratuit pour ces jeunes étudiants-là. Puis souvent, ils ont des petites tâches. Puis on l'a fait à quelques endroits ici au Québec. Puis c'était justement des gens de l'Europe qui appelaient puis qui disaient, bien, moi, je vais aller à telle résidence, puis je vais vous aider, puis ils vivent avec ces gens-là en échange de services. Puis ça revient à ce que je parlais de l'inclusion. J'aimerais ça voir de ça, puis assurément d'être capable d'y contribuer. La contribution, là, c'est comme un beau sentiment. Quand tu sens que tu contribues, là, des fois, le monde me dit, pourquoi tu travailles encore? C'est un sentiment d'accomplissement, la contribution finale. J'aime ça croire que ça a un impact. Puis quand ça a un impact pour la société, quand les locataires nous disent on est bien. Un projet qu'on avait fait à Saint-Lambert, celui où c'était contaminé, là, c'était le fun. Il y avait des petits îlots, puis on avait un party de la rue, puis on faisait venir des jeux gonflables, puis un ban, puis là, je dis au monde, le monde, il pense que je fais de l'immobilier, là, mais moi, je ne fais pas de l'immobilier, là. Moi, je travaille pour ça. Je travaille pour qu'il y ait un party de filles de gang. Je travaille pour qu'il y ait un party de la rue, puis que le monde il soit heureux de vivre dans cet environnement-là. Puis à Novia, on a 2 ambassadeurs qui restent chez nous. Il y a Kim Boutin, parce que comme j'aime le sport, j'ai parrainé plusieurs athlètes. Puis Kim reste chez nous. Puis Pierre-Yves Lard aussi, qui est un pied-à-terre chez nous. Puis on a fait une soirée, Pierre-Yves faisait le DJ, tous les locataires sur la terrasse. Puis là, il y a un des locataires qui a dit, bien moi, je coupe les cheveux, je pourrais couper les cheveux des enfants. Puis on s'est ramassé avec une espèce de belle fête où on organise plein d'activités, parce que maintenant, il y a des cours de yoga dans nos salles. Puis fait que j'aime
j'aime créer ces espèces de milieux de vie où les gens apprennent à se connaître. Il y a plein d'années, là, dans mes projets, j'avais créé un petit journal. Maintenant, on les met là, sur les plateformes virtuelles. Oui. Mais on écrivait un petit journal, puis les gens offraient de garder le chien ou d'aller marcher les services qu'ils pouvaient offrir pour que les gens se connaissent, à même la communauté. Fait que ça, c'était compliqué. Je parle de ça il y a peut-être 20 ans. Fait qu'on écrivait ces journaux-là. Fait que maintenant, on le fait virtuellement à l'intérieur des immeubles. C'est quelque chose qui me plaît. C'est le fun, c'est le fun. Puis ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est vraiment Annie Lemieux qu'on connaît, qui participe beaucoup aux actions caritatives. Ouais. Tu es très présente, puis au final, ben t'es une développeur immobilier, mais en même temps, tu es très humaine. Puis je pense qu'on a besoin de plus en plus de développeurs comme ça, qui pensent non seulement, oui, à l'optimisation, oui, au rendement, mais en même temps et avant tout, à la répercussion, la contribution dans la communauté, dans la société, qui font en sorte que c'est des projets réussis. Parce qu'au final, un taux de vacances dans un projet, oui, c'est important, mais un projet où est-ce que les gens se sentent mieux et un projet où est-ce que les gens aiment vivre, on n'en aura pas de taux de vacances. Parce que ça va être du bouche à oreille au final. Parce que si grand-maman habite là... C'est la recette. Exact. Si grand-maman habite là, la nièce, la fille, la cousine, bien, tout le monde veut être là. Puis au final, on recrée un petit peu une bulle familiale, une bulle communautaire, un accompagnement des personnes aussi âgées qui, de plus en plus, on voit partir dans des RPA, on voit partir dans des CHSLD. C'est sûr et certain que c'est le fun, mais quand on a les ressources pour maintenir le plus longtemps ces gens-là dans la société, je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Puis là, on crée un rendement sociétal. Puis, oui. Tu sais, ça, c'est nouveau. On l'entend plus. Puis nous, quand je parlais des synergies des parties prenantes, tu sais, c'est ce que je veux dire. Tu sais, le projet ne peut pas être que le rendement. Puis avant, les investisseurs, c'était ça. Ça va être quoi ton taux de rendement? Puis aujourd'hui, j'entends beaucoup plus de... Bien, je regarde la Novia, on est partenaire avec le fonds FTQ. Tu sais, eux autres, c'était important, là, oui, ils veulent avoir un certain rendement, mais qu'on se donne un projet durable, qui a un rendement sociétal à ça. Tu sais, moi, j'avais un gars pour qui j'avais beaucoup d'admiration, c'est Jacques Ménard. Puis Jacques Ménard, j'ai toujours trouvé que c'est un homme qui a fait beaucoup professionnellement dans les banques, mais qui a fait beaucoup pour la société. Là, fait que ses choix il a utilisé son organisation pour la mettre à contribution. Puis malheureusement, je ne gère pas la Banque nationale ou la Banque de Montréal. Mais ce que j'aime faire, c'est de réussir à utiliser l'organisation que j'ai pour avoir un impact qui va réussir à contribuer sur la société, puis effectivement de participer par notre réseau dans des œuvres caricatives, puis d'avoir des impacts sur les gens qui restent chez nous, puis de le faire pour les bonnes raisons, puis chaque personne a ses bonnes raisons. Puis bien, cette année, dans nos 10 ans, ça c'est une affaire qui était cute, qui est arrivée, c'est, je dis à la question de la fierté, tu sais, qu'est-ce qui nous rend fiers? Puis, on avait eu le party de bureau qui avait fini sur « Tant qu'on aura de l'amour, des cowboys fringants ». Puis je trouvais donc que c'était beau qu'il y ait de l'amour dans cette organisation-là. Et puis, j'ai écrit ce soir-là que ma plus grande fierté, ça avait toujours été beaucoup les projets que j'avais réalisés, mais que ce soir-là, j'ai réalisé que ma plus grande fierté, c'était la construction de l'entreprise, qui était une grande fierté. Puis là, je travaille à la rente pérenne, qui est le prochain défi. Mais c'est un peu ça, tu sais, construire. Tu sais. Puis je disais, quand j'étais jeune, je voulais gagner, puis je voulais des trophées. Puis en vieillissant, je me suis aperçu que les victoires, tu sais, c'est autre chose. C'est pas juste les trophées. C'est les gens qui travaillent chez vous, puis qui sont contents d'être là, puis parce qu'ils sont chez vous, tu vois leur famille grandir. On a beaucoup de gens l'immigration, qui sont arrivés au Québec, puis qui maintenant sont implantés, puis qui ont des belles bases, puis des belles assises, puis on les a vus grandir, puis se développer. Ça fait plaisir. Mais c'est excellent, c'est excellent. Si on regarde un petit peu la conclusion de tout ça, avec les changements économiques et les changements environnementaux qu'on est en train de voir actuellement,
Comment voyez-vous le marché immobilier dans les prochaines années? C'est un marché qui est mixed motion. Oui. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Il y a quelques années, là, j'avais sorti ma phrase que tout le monde me parle au sommet immobilier. Là, j'avais dit les rendements de détention sont rendus plus grands que les rendements de développement. Oui. On approche la fin d'un cycle. Et si mon père avait été ici, il aurait dit que ce serait le temps d'aller jouer au golf. Il faut savoir quand c'est le temps. Fait que, puis j'ai mon partenaire français qui me dit, quand je vais travailler, c'est plus dangereux d'y aller parce que en ce moment, le contexte fait que il y a beaucoup de risques à développer des choses. On se ramasse avec des rendements qui sont très peu élevés dans le contexte d'augmentation de coûts qu'on connaît, puis de taux d'intérêt. Puis parallèlement, je ne me souviens pas d'avoir eu un contexte aussi difficile pour réaliser quelque chose. Puis en parallèle, on a la plus grande demande qu'on n'a jamais vue de logement, mais c'est du logement abordable. Puis quand on fait des nouveaux, on n'arrive pas au prix exigé pour réussir à répondre à ce besoin-là. C'est sûr qu'il peut y avoir une cascade, là. Chaque personne va prendre quelque chose d'un petit peu mieux, ou les modes d'habitation vont changer, puis ils vont rester 2 ou 3, puis ils vont réussir à les acheter. Fait qu'on est vraiment dans un cycle transitoire où il faut attendre que les loyers soient un petit peu plus élevés, que les taux soient un petit peu plus bas. Puis je pense que quand ce virage-là va se prendre, va falloir être tous prêts à répondre à la demande. À répondre à la demande, parce qu'elle va être forte. Là. Je pense que c'est 800 personnes par jour qui rentrent au Québec, là, l'immigration qui est forte, les travailleurs, les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires. Fait que les besoins vont être très grands. Puis, je pense que la réponse va être clairement la synergie, la densification, la collaboration. T'sais, on n'a pas parlé beaucoup du rapport développeur-municipalité. Parfois, malheureusement, on a l'impression que c'est une confrontation. Là, je veux ci, non, tu peux pas. T'sais. Mais il faut qu'on soit des partenaires. Définitivement. Mais on voit de plus en plus de collaboration même entre les autorités compétentes et les développeurs, les constructeurs. Il y en a plus, mais il reste du travail. C'est sûr qu'il reste du travail. Il y en aura toujours Puis du travail. Il y en a toujours. Il y a certains endroits il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il faut qu'il continue d'en avoir d'autres. Puis de la productivité, c'est quand 1 plus 1 ne donne pas 2, puis il donne 3, puis 2 plus 2 ne donne pas 4. Puis quand il y a de la synergie entre l'ensemble des acteurs de l'industrie, puis on a tellement des acteurs mobilisés puis engagés. Moi, j'ai la foi. On va l'avoir. On va l'avoir. Dans les 10 prochaines années, je pense aussi comme toi, je pense qu'il va y avoir un gros boom en développement immobilier. On va voir en fait le plus de développement que le Québec a jamais vu dans la prochaine décennie. La demande est non seulement présente aujourd'hui, mais elle devient de plus en plus forte à chaque jour qui passe. Donc, je pense qu'arrimer les compétences des autorités compétentes, les développeurs, les constructeurs, travailler en collaboration, comme tu dis, c'est, je pense, ça la clé du succès. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Fait que j'aime beaucoup. Tu es là, tu vas être là. Bien, le monde, c'est ça, la question, le monde me disait, ça te tente encore, t'as encore le goût. Je dis, écoute, c'est pas vrai que notre société a besoin d'unités d'habitation, que moi, je suis un bâtisseur engagé, puis que je vais me mettre ces lignes de côté. Que je tire révérence. C'est pas maintenant. Non, c'est pas là. C'est pour dans très longtemps. Bon, je sais pas si ça va être très longtemps, là, mais je souhaite que l'organisme soit là pour très longtemps. Puis... non, chez nous, quand tout le monde travaille ensemble dans la même direction, on fait des grandes choses. Fait que l'ensemble va être important, puis je suis à la même place. Je pense qu'on va avoir des belles années, puis ça va être le fun de pouvoir y participer, assurément. Super. Bien, merci beaucoup, Annie Lemieux, pour avoir participé à notre podcast du jour. On est très content de t'avoir reçu, puis d'avoir écouté un petit peu tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, non seulement sur ton expérience, ton parcours, tes défis, tes futurs projets, tes ambitions aussi. On est très content de t'avoir reçu, puis on te remercie. Bien, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir.